Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci d'être de nouveau au rendez-vous. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir ou bonjour. Les titres d'abord. Le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Burundi appelle à la libération de toute personne détenue injustement. Fortuné Zongo demande à Gitega de disponibiliser un budget pour nourrir d'urgence les détenus actuellement dans des conditions inhumaines. Explications différentes chez les autorités de la cause de la crise du Burundi, alors que certaines avancent un petit problème à l'origine, d'autres avouent que la solution n'est pas pour bientôt. Et enfin, dans ce journal, nous vous parlerons d'une embuscade qui a eu lieu hier soir sur la route Bujumbura-Ijenda. Voilà pour les principaux titres. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bienvenue. Commençons par la page politique. Il se tient à Dar es Salaam en Tanzanie depuis ce lundi une réunion des partis politiques agréés au Burundi, réunis au sein du Forum des partis politiques. Cette réunion se tient entre ces partis burundais, le parti au pouvoir en Tanzanie, le CCM. On ne connaît pas encore grand-chose sur l'agenda de cette réunion, mais des informations qui nous parviennent disent qu'elle a été demandée par le parti CCM. Elle serait soutenue par Crisis Management Initiative, CMI. Politique toujours, le président Evariste Ndayishimiye ne peut pas arrêter le fléau de la corruption et des malversations opérées par des cadres de son entourage pour des raisons d'intérêts familiaux et de lourds secrets entre le président et ses collaborateurs. C'est l'analyse de l'ancien vice-président de la République, Frédéric Bamvuginyumvila, après des révélations sur des cas d'enrichissement illicite du chef d'état-major, le général Prime Niyongabo. Il s'agit des biens ou de l'enrichissement illicite du général Prime Niyongabo, le chef d'état-major général de l'armée. Mais peut-être pour mieux répondre à la question, on devrait remonter à la façon dont le général Evariste est devenu président. Ce n'est qu'un secret de polichinelle. Le président de la République actuelle a été amené par un groupe de généraux, et y compris justement le chef d'état-major général de l'armée. C'était le 20 janvier 2020 quand ils ont organisé leur congrès à Gitega, où Nkurunziza avait son propre candidat, et puis l'armée, qui était agacée par ce genre de comportement, a désigné son propre candidat. Je crois que c'est Evariste Ndayishimiye. Entre les deux, je ne sais pas qui est le parrain de l'autre, mais il se trouve qu'un d'eux est le parrain de l'autre, de mariage, et que par conséquent, ils doivent se protéger dans ces fonctions-là. Et puis, si c'est prouvé que l'autre dépend de l'autre, ça s'entend que le chef d'état-major général est la branche certaine sur laquelle le président de la République est assis et qui ne peut pas couper cette branche-là. C'est pour cette raison qu'il lui est autorisé de tout faire, être impliqué dans tout, mais ce qui est gênant, c'est que lorsque des militaires de haute fonction comme celle-là au sein de l'armée, quand ils s'adonnent au commerce, ça veut dire que forcément, ils laissent tomber l'autre partie, la défense de la République. C'est ce que ça signifie. Alors les déclarations du président de la République, ce sont des déclarations qui sont là, mais qui visiblement ont une mission particulière. Ça veut dire amener les gens à comprendre que quelque part, il y a la défense des intérêts de l'État, mais on n'en voit pas les résultats. Malheureusement, on déplore l'ancien vice-président et expert en leadership. Même les institutions chargées de défendre les intérêts nationaux restent impuissants devant l'entourage du président. Encore une fois, Frédéric Bamvuginyumvila. La Cour des comptes existe, l'inspecteur général de l'État existe, mais cependant rien ne se fait, parce que ces généraux sont devenus des intouchables. Et je rappelle, Khaled Guillaume Bunyoni n'a pas été démis de ses fonctions parce qu'il volait l'État. Il a été démis de ses fonctions
tout simplement parce qu'il prétendait remplacer le président de la République. Et surtout, pourquoi le président de la République n'a pas accepté qu'il dépose le contenu, la déclaration contenant les biens qu'il possède avant d'accéder à la magistrature suprême, alors que la Constitution l'exige ainsi. Ça voulait dire pour moi que laissez-moi faire, et après quand j'aurai engrangé beaucoup de choses, vous allez me dire que tu as volé, moi je dirais, ou quel est le point de départ. Et effectivement, comme il le dit, où se trouve le témoin. Et imaginez de tels propos d'un président de la République. Un président de la République ne peut pas dire, eh bien, amenez cet argent clandestinement, dépose cet argent sur ce compte. Ça, c'est pas un d'un président de la République. Je crois que l'État burundais est en train de se disloquer, de se détruire. Un pilier de l'État qui se détruit avec certitude, c'est le pilier économique. Le président de la République l'a répété. Et visiblement, il y en a qui sont engagés à détruire l'État pour autant qu'ils sauvent leurs intérêts. Mais c'est une illusion. Cette réaction s'inscrit dans le cadre d'une série de reportages sur les contradictions entre les discours et les actes du président Ndayishimiye au sujet de la corruption. Les détenus doivent garder leur dignité et leurs droits respectés comme tout être humain. Déclaration du rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Burundi. À propos de la crise alimentaire dans les prisons du pays, Fortuné Gaëtan Zongo appelle le gouvernement à trouver d'urgence un budget exceptionnel pour les nourrir avant de procéder à la libération de tous ceux qui sont en droit de l'être. Suivez Fortuné Gaëtan Zongo, le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Il y a les mesures immédiates, les mesures à moyen terme et les mesures à long terme. À long terme, il faut voir les conditions dans lesquelles une personne peut être privée de liberté. Est-ce qu'il ne faut pas agir sur les conditions qui doivent permettre la privation de liberté d'un citoyen? Donc, il faut peut-être réformer la loi qui concerne donc la détention des personnes pour réduire le nombre de plus en plus. Il y a un adage qui dit que dès qu'on construit une prison, elle se remplit. C'est juste pour dire qu'il faut travailler donc sur la criminalité, faire réduire la criminalité pour qu'il y ait moins de personnes ou travailler, faire une œuvre sur ceux qui appliquent la loi, le juge de la liberté et de la détention, pour que les conditions de privation de liberté soient encore plus draconiennes qu'actuellement. Ensuite, je pense qu'il faut étudier le cas de chaque personne privée de liberté, voir sa situation carcérale, voir sa situation de condamnation. Est-ce qu'on ne peut pas, comme on l'a déjà fait pour les mesures de grâce, refaire une nouvelle mesure de grâce pour vraiment désengorger? Parce que nous savons que plus vous restez en prison, plus on devient un criminel en fait endurci. Alors que moins on reste en détention, plus on peut se réinsérer le plus facilement possible dans la situation. Il faut aussi dire que avoir beaucoup de personnes en prison a un impact sur le budget de l'État. Le principe, c'est que si vous privez une personne de liberté, vous prenez l'engagement en tant qu'État de nourrir la personne et de veiller à sa sécurité et à sa santé. Et si, d'un côté, on a du mal à consacrer une part du budget à l'alimentation ou au bien-être des personnes privées de liberté, il faut donc qu'il y ait le moins possible de personnes donc qu'on prive donc de liberté. Donc nous pensons que dans l'immédiat, dans les mesures vraiment urgentes à faire, il faut une allocation budgétaire exceptionnelle pour pouvoir les prendre en charge de manière digne, que la détention là se fasse dans la dignité humaine, pas dans la détresse ou dans vraiment ce qui est inhumain. Les détenus au Burundi dépassent actuellement 12 000. Ils traversent cette crise alimentaire depuis au moins une année. Et dans la prison de Muramvya, après 3 jours sans rien avoir, ce mardi, ils n'ont eu que du haricot. Et dans certaines autres prisons, ils n'ont également qu'une catégorie d'aliments. Depuis le début de cette crise, aucune autorité compétente n'aussi déjà exprimé là-dessus. Et sur la détention des 5 défenseurs des droits de l'homme et de la journaliste Floriane Ilangavillé, le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Burundi parle d'événements qui entachent une démocratie. Pour Fortuné Gaëtan Zongo, c'est une épreuve à la justice burundaise pour montrer si réellement elle garantit ou non les droits des peuples. Encore une fois,
Fortuné Gaëtan Zongo, le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Ce sont des événements qui mettent à rude de preuve, en fait, une démocratie. Et pour moi, en fait, c'est l'occasion donnée à la magistrature d'affirmer qu'elle est gardienne des libertés publiques, donc, au Burundi. Et étant dans un processus judiciaire, il est difficile, en fait, de se prononcer. Il faut donner le temps à la justice de faire son travail et d'investiguer. Et à la fin, on appréciera. Sinon, nous avons suivi avec préoccupation et c'est quelque chose donc qui nous tient à cœur lorsque nous avons appris aussi bien la condamnation que l'arrestation et nous restons préoccupés et nous suivons donc la situation donc avec un grand intérêt pour nous parce que cela veut dire qu'on doit pouvoir travailler sans pression mais aussi on doit encadrer également l'exercice de toutes les libertés là des choses de garantie et de protection. Mais c'est assez tôt pour se prononcer. On verra maintenant comment le juge va décider s'il y a des charges, s'il n'y a pas de charges, si c'est une condamnation, s'il n'y a pas de condamnation. À ce moment-là, on pourra analyser, dire qu'ici, il y a une faute, par exemple, qui a été commise, il n'y a pas de faute. Les 5 défenseurs des droits de l'homme sont en détention depuis 2 semaines. Ce lundi, ils ont comparu en chambre de conseil à Mimba même, leur lieu de détention, et attendent la décision dans 48 heures. La journaliste Floriane Irangabiye, elle, est détenue depuis août dernier. La première instance l'a condamnée à 10 ans de prison, mais elle a interjeté appel. Je vous l'avais dit au début, insécurité hier soir sur la route nationale numéro 7, communément appelée Bujumbura Igenda. Un groupe d'hommes armés non identifiés a tiré sur une voiture de transport en commun de type Probox qui se dirigeait vers Bujumbura. C'était vers 18h. Cette embuscade a eu lieu au niveau de Kuwasekeze, en commune Kanyosha. Il n'y a pas eu de victimes car le chauffeur ne s'est pas arrêté. Et économie sans transition, persistance de la pénurie du carburant de type essence à travers tout le pays. Plusieurs stations-service n'ont même pas une goutte de ce produit. Pourtant, des files d'attente se remarquent devant plusieurs stations-service. C'est le cas dans les provinces comme Bujumbura, Mngaro et autres. Dans certaines provinces même, le mazout commence à manquer. Le point avec Elvis Niyomongerio. Certains conducteurs qui font le transport en commun révèlent que la pénurie du carburant est actuellement un problème qui s'est généralisé dans les différentes localités du pays. Certains conducteurs qui se sont entretenus avec la RPA, faut savoir que de longues files de véhicules s'observent toujours aux différentes stations-service citoyennes, indique que la province Mwaro, cette situation commence à inquiéter la population car presque toutes les stations-service sont à sec. Dans la province Mwaro, nous n'avons pas de carburant depuis samedi dernier. La pénurie du carburant persiste toujours. Des files d'attente de véhicules s'observent à toutes les stations-service, ce qui a même provoqué de l'inquiétude au sein de la population, car même dans les endroits où le carburant est disponible, les files de véhicules qui le cherchent sont très longues. La situation est la même dans les autres provinces de l'intérieur du pays. Même à Mairie de Bujumbura, la situation est pareille. La population dit que les files d'attente de véhicules sont toujours présentes aux stations-service. Le pire dans tout cela, c'est que l'essence n'est pas même disponible dans toutes ces stations-service. Dans différentes stations-service de la mairie de Bujumbura, la pénurie du carburant persiste toujours. L'exemple est celui de la zone Kanyosha où j'ai pu assister moi-même à cette pénurie du carburant. Les stations étaient à sec. Quant à la zone Wienzi, seule une station-service était en train de servir le carburant. Mais à d'autres stations-service, on y voyait que de longues files de véhicules en attente du carburant. Néanmoins, même si la pénurie du carburant ne cesse de prendre de l'ampleur au Burundi, le premier ministre Gervais Ndirakobucha a expliqué que cette pénurie est due au fait que ce carburant vient de rouer et que le Burundi utilise des véhicules pour importer le carburant. Il a également ajouté que le carburant de type mazout est disponible du fait qu'il passe par voie maritime. Pourtant,
Pourtant, nos sources de la province de Gitega révèlent que même le mazout est introuvable dans toute la province. Cette crise du carburant au Burundi est loin de trouver une solution. Les différentes autorités concernées avancent des raisons différentes quant au nœud du problème. Et selon les propos du Premier ministre, la solution durable n'est pas pour demain. Le point avec Émile Nibasumba. harabaye problème y'i Dar es Salaam amagipesi ari ku makamyo ntiyakora. Ici, le directeur général de la Régie des eaux demandait à la population de rester tranquille, qu'il n'y avait pas de problème de carburant. Albert Manigomba tenait ses propos au cours d'une conférence de presse le 14 février dernier. Selon lui, la perturbation d'approvisionnement de carburant avait été provoquée par un petit problème. Depuis le 8, on a connu un problème à Dar es Salaam. Les GPS sur les camions citernes n'ont pas pu fonctionner. La décision a été alors de suspendre tout le processus. Ce n'est que ça. Il n'y a pas de problème de carburant. Ce n'est que ce petit problème technique. Je me suis entretenu avec ceux qui sont à Dar es Salaam qui m'ont rassuré que le problème a été résolu et que les camions sont en route. Présentant les réalisations du dernier semestre de l'année 2022, le jeudi dernier, devant les deux chambres du Parlement, le Premier ministre Gervais Ndirakobucha, lui, a évoqué de nombreuses causes de la crise du carburant, parmi elles la question des devises. L'obtention du carburant exige des devises. Les devises, tu peux avoir la chance d'en avoir un jour, mais tu les envoies à un fournisseur qui te dira qu'il n'a pas réceptionné cet argent. Ce sont des problèmes partout. Pourtant, le président de la République, lui, suppose que la crise du carburant au Burundi est une carte politique que ses détracteurs utilisent pour tenter de soulever le peuple contre lui. Évariste Ndayishimiye avait promis que la crise du carburant au Burundi allait disparaître. Il disait qu'il allait en personne s'occuper de la question. Mais pour le Premier ministre, l'âge de l'or n'est pas pour demain. Gervais Ndirakobucha appelle plutôt les Burundais à s'habituer à de telles crises. On ne voudrait pas rester infiniment dans une telle situation, mais il faut que l'on s'y prépare. Sachez que c'est une situation qui peut arriver à tout moment. Le carburant vient de très loin et exige de longs processus. Pour rappel, parmi les fournisseurs actuels du carburant au Burundi, l'on cite l'entreprise Prestige, qui serait la propriété de la première dame du Burundi. Dans l'entretemps, le gouvernement burundais envisage d'ériger en urgence des entrepôts pétroliers dans 6 provinces. C'est la proposition adoptée par le Conseil des ministres de mercredi dernier, selon le porte-parole du gouvernement Prosper Ntahogwamiye, qui évoque la recherche des solutions à la pénurie du carburant. Suivez Prosper Ntahogwamiye, c'est le secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais. Le Burundi connaît actuellement un dysfonctionnement dans la gestion du secteur pétrolier caractérisé par l'irrégularité de l'approvisionnement, ce qui entraîne forcément l'insuffisance du carburant dans les stations-service. Ces difficultés d'approvisionnement en carburant ont un impact sur la fluctuation des prix vers la hausse de tous les produits vitaux. Actuellement, le grand souci du gouvernement est d'ériger en urgence ses propres entrepôts sur certains sites jugés stratégiques sur tout le territoire national afin que les consommateurs puissent aisément s'approvisionner. C'est dans ce cadre que le ministère ayant la gestion du carburant dans ses attributions a procédé à la recherche d'un partenaire fiable pour la construction de ces édifices. Le consortium des sociétés dirigé par la société Excel Astra Engineering and Construction LLC, spécialisée dans la construction de parcs pétroliers et qui avait présenté la lettre d'intention et relative a été retenu. Les sites identifiés et proposés pour abriter les futurs parcs pétroliers sont situés respectivement à Rumonge, Makamba, Gitega, Changuzo, Ngozi et Chibitoke. À l'issue de l'analyse, le Conseil des ministres a apprécié le projet tout en recommandant ce qui suit. Le prix à l'importation doit être préétabli, éviter de donner à l'investisseur l'exclusivité de l'importation des produits pétroliers, mais laisser les autres opérer dans le secteur, autoriser l'importation des produits pétroliers après la construction des entrepôts, monter le projet sous forme d'un partenariat public-privé.
C'était Prosper Nahogwamiye, le porte-parole du gouvernement burundi. Après la transition, on continue avec la page gouvernance. RPA. Les travailleurs de la société Sogea Satom, œuvrant sur la route nationale numéro 3 Bujumbura-Rumonge, ont entamé un mouvement de grève ce mardi. Ces employés réclament le changement du système de travail et de paiement, comme le leur avait promis leur employeur depuis l'année 2022. Reportage signé Emmanuel Niyongeko. Ces employés de la société Sogea Satom qui ont suspendu leurs activités depuis ce mardi sont tous des contractuels estimés à plus de 100. Ils sont affectés sur le chantier de la réhabilitation de la route nationale numéro 3 Bujumbura-Rumonge, tronçon Rumonge-Gitaza. Ces ouvriers réclament le changement du système de travail et de paiement de leur salaire, comme le leur avait promis leur employeur depuis l'année dernière, 2022. Nous sommes au nombre de 120 employés qui ont suivi ce mouvement de grève. La cause en est que nos responsables nous ont fait des promesses qui pourtant n'ont pas été tenues. Nos premières revendications étaient de ne pas nous prendre comme des journaliers, mais de nous donner un salaire mensuel, y compris les heures supplémentaires, car l'État exige 40 heures par semaine. Il nous avait également promis de nous prendre en charge pour la ration et l'hébergement quand nous sommes sur le chantier, mais ils n'ont rien fait. Une autre réclamation soulevée par ces employés de la société Sogea Satom concerne la révision des contrats et la résolution du problème de disparité salariale pour les gens affectés aux mêmes travaux. Nous avons demandé à notre directeur général de supprimer les disparités salariales et celles des ANAR. Nous avons également sollicité que nos contrats soient révisés conformément au statut des fonctionnaires de l'État. Nous avons tenu une réunion avec lui et nous lui avons même adressé une correspondance avec une copie à l'inspection générale du travail. La lettre a été transmise au mois de novembre dernier et c'est maintenant que nous avons eu une réponse. C'est donc tout cela qui nous a poussé à faire ce mouvement de grève et nous avons respecté la loi. Ces ouvriers de l'agence Sogea Satom, chantier RN3, indiquent qu'ils vont arrêter les activités jusqu'à ce que les revendications aboutissent à des réponses satisfaisantes. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Tiam Ismaïla, directeur des travaux au sein de la Sogea Satom, mais son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Merci Emmanuel Niyongeko. Et dans notre série de reportages sur l'Imagouille dans lesquels trempe souvent l'administrateur de la commune Nyanzarake, aujourd'hui nous vous parlerons du vol de plus de 400 kg de maïs et haricots commis par un planteau de la dite commune, lequel a vite été relâché sur ordre de cette autorité administrative. Le point avec Josiane Mozaneza. Ces graines de maïs et de haricots ont été subtilisées le 15 courant. Selon nos sources, il s'agissait d'un don de la Croix-Rouge destiné à venir en aide aux nécessiteux de la place. Cet habitant de la commune Nyanzalak nous raconte comment ils ont procédé pour mettre la main sur ce voleur. Les premiers à avoir été arrêtés sont les veilleurs de la Croix-Rouge. Ce sont eux qui ont dénoncé le planton de la commune car ils ont donné tous les détails de comment ce dernier a fait sortir ses graines vers 22 heures. Après enquête, poursuivent nos sources, le dit planton a été convoqué par l'officier de la police judiciaire à qui il a fini par avouer le crime. Pourtant, au lieu de l'incarcérer, il a été remis en liberté après que l'administrateur de la commune Nyanzalak se soit porté garant de sa personne, ce qui a frustré les habitants de la place qui disent ne pas comprendre un tel comportement, surtout venant d'une autorité qui devrait faire respecter la loi. L'administrateur l'a fait sortir aussitôt car ce planton est très apprécié par elle. Les habitants et le personnel communal ont très mal accueilli cette décision judiciaire qui a relaxé quelqu'un attrapé en flagrant délit et de le faire réintégrer son poste pour soi-disant lui permettre de restituer ce qu'il a volé. Cela a vraiment inquiété la population. Plus grave encore, ce genre de vol était devenu monnaie courante au sein de cette commune et dans les environs, d'où les habitants regrettent que ce voleur ait été couvert par cet administratif au lieu d'être traduit en justice. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de vol. Par exemple, au début de cette année, des livres ont été subutilisés alors qu'ils se trouvaient dans un des bureaux de la DCI, logé à même le bâtiment communal. C'est vraiment ahurissant. On devrait le coffrer et commencer des enquêtes par ce même planton afin de le pousser à avouer où il a mis tous ces objets volés.
Le stock de la Croix-Rouge volée était constitué de 250 kg de haricots et 280 kg de maïs, une quantité que les deux sentinelles ont été contraintes de payer alors qu'elles n'avaient fait que dénoncer ce vol, de la frustration de la population qui trouve cela injuste et arbitraire. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que l'administrateur de la commune Nyanzalak est cité dans de telles magouilles, des magouilles qui lui ont d'ailleurs valu la destitution de son poste par son conseil communal. C'était le 2 décembre 2022. Une destitution qui n'est toujours pas effective. À propos de ces accusations portées contre elle par ses administrés, la rédaction de la RPA a encore une fois cherché à recueillir la version de l'administrateur Marie-Goretti Langunda, mais en vain. Et enfin, dernier dossier de ce journal, les femmes vivant dans le camp des réfugiés burundais d'Onduta en Tanzanie indiquent que quand elles sont attrapées en dehors du camp et qu'elles sont violées, elles continuent de subir un mauvais traitement, même quand elles vont chercher de l'aide chez les autorités. Ces femmes font savoir que les employés tanzaniens du HCR ne leur donnent pas les services dont elles ont besoin et des fois les accusent de vouloir confectionner des dossiers qui les aident à avoir un troisième pays en Europe. Elles affirment également qu'elles sont malmenées de telle façon que lorsqu'une femme est violée aujourd'hui, elle le cache. Suivi ce témoignage d'un des réfugiés burundais du camp Nduta. Tout ce qui est en rapport avec le viol, c'est toujours un socle. On ne le dit pas à nous et elles ne vont même pas dans les associations car ces derniers jours, il y a des histoires qui courent comme quoi ils ont tendance à rapatrier de force toute personne qui leur soumettent un problème. Ils te demandent d'apporter les formulaires de tout genre pour t'inciter à abandonner. Après le viol, la victime est atteinte de maladies sexuellement transmissibles liées au viol et autres, curables ou non. Elles devraient toutes aller à l'hôpital pourtant malgré les difficultés. C'est difficile car ici dans le cas si tu dis que tu as été violé, c'est un long processus pour être assisté. On t'envoie à l'hôpital et à l'hôpital, on te dirige à la police et le bon nombre de personnes craint d'y aller. Je te dis la vérité. Dans le cas, ceux qui ont des problèmes sont nombreux, mais ils vivent dans la paix car si tu prends le courage de soumettre tes problèmes, on te répond que tu essaies d'en faire un cas et que tu veux aller dans d'autres pays. Ils sont donc dans la paix et n'ont aucun endroit où aller pour se plaindre. Mais, comme conseil, il faut qu'ils acceptent d'aller à l'hôpital au moins pour bénéficier au minimum de traitement. Et voilà, c'est par cette intervention de cette réfugiée burundais du camp d'Onduta que nous mettons point final à ce journal de ce mardi 28 février 2023. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza et excellente soirée chez vous.